Je ne m'abuse. Donc, Anne Charbord est juriste en droit international des droits de l'homme. Elle est spécialiste des questions sécuritaires et elle travaille actuellement comme conseillère juridique auprès du mandat de la rapporteure spéciale des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. Il nous a paru important de donner la parole dans le cadre de cette conférence à la rapporteure spéciale des Nations Unies ou à un membre de son équipe, dans la mesure où la lutte contre le terrorisme pose évidemment des questions de gouvernance aussi bien économique, comme le soulevait Kate tout à l'heure, que de gouvernance politique, mais également que clairement c'est une question qui renvoie à la perception des populations locales et des populations civiles de manière générale par rapport aux forces de défense et de sécurité. On l'a dit ce matin et on ne le répétera jamais assez, les violations des droits qui peuvent avoir lieu dans le contexte de cette lutte sont au final une bonne manière de se tirer une balle dans le pied, et donc il est important de conserver une approche sensible aux droits de l'homme, tandis que l'on relève les défis de la lutte contre le terrorisme. Madame Charbord, la parole est à vous. De la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans la lutte antiterroriste à cette réunion importante. Les sujets qui y sont abordés sont au cœur du travail du mandat depuis sa création en 2006. Les défis auxquels font face les États dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sont complexes et variés. Les défis liés au respect des droits de l'homme dans le cadre de politiques sécuritaires étatiques le sont tout autant. Le mandat est lui-même né de ces complexités auxquelles il tente d'apporter des solutions en travaillant avec les différents États concernés. Je voudrais aujourd'hui aborder 3 points qui sont au cœur du travail du mandat et qui sont pertinents pour les discussions qui auront lieu aujourd'hui et demain. Tout d'abord, je voudrais insister sur l'importance du 4e pilier de la stratégie globale de lutte contre le terrorisme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Ce pilier, qui porte sur les droits de l'homme, nous rappelle que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un élément essentiel de toute stratégie efficace de lutte contre le terrorisme. Cet aspect est également repris par le plan d'action du secrétaire général des Nations unies sur la prévention de l'extrémisme violent. Il est important de rappeler que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ne sont pas des concepts complètement abstraits. Ce sont des droits concrets, des engagements qui portent sur la sécurité juridique et sur la dignité humaine. Lorsque nous faisons référence à des mesures de lutte contre le terrorisme et contre l'extrémisme violent adoptées par les États ou soutenues par les Nations unies conformes aux droits de l'homme, cela veut dire spécifiquement que ces mesures respectent ces droits, ce cadre juridique, y compris les droits absolus, lors de circonstances exceptionnelles qui mettent en danger l'existence de la nation. Une approche équilibrée de la lutte contre le terrorisme reflète l'approche équilibrée de la Charte des Nations unies elle-même, dont les droits de l'homme et la sécurité sont 2 aspects essentiels. Il est important aussi de mentionner qu'il ne faut pas négliger la dimension régionale qui ouvre des perspectives très intéressantes et pour la lutte contre le terrorisme et pour la protection des droits de l'homme, notamment par l'intégration de normes régionales en matière de droits de l'homme et l'utilisation de mécanismes de protection au plus près des États et des victimes. L'on sait maintenant, et cela a déjà été dit, que des violations importantes des droits de l'homme dans l'action répressive des organes de sécurité, dans un cadre de conflit armé ou dans le cadre d'actions de police, peuvent en soi avoir des conséquences graves sur l'endoctrinement des populations et sur le recours à des actes violents. De même, le fait d'avoir été victime de violations de droits de l'homme de la part des autorités joue un rôle déterminant dans le degré de vulnérabilité ou au contraire de résilience face à l'extrémisme violent. Des actions discriminatoires, le non-respect de libertés fondamentales, ainsi que des violations importantes de droits économiques, sociaux et culturels peuvent également créer un appel d'air vers des groupes terroristes. C'est donc pour ces raisons qu'une lutte efficace contre le terrorisme et contre l'extrémisme violent ne peut s'inscrire hors d'un cadre lui-même respectueux des droits de l'homme. De la même manière, une lutte efficace contre le terrorisme et contre l'extrémisme violent ne doit pas se concentrer uniquement, et cela a aussi déjà été dit, comme les États du Sahel et de la région du lac Tchad le savent bien, sur une approche purement sécuritaire. Une action efficace de lutte contre le terrorisme et contre l'extrémisme violent fait partie d'un ensemble beaucoup plus large de mesures. Pour être efficace, les politiques et les programmes doivent être axés sur le renforcement de la résilience de la population, la restauration de la confiance entre les communautés marginalisées et les autorités, et faire application du principe de responsabilité de l'État comme une priorité, tout particulièrement dans les secteurs de la sécurité, de la gouvernance et de la justice,
et créer des conditions dans lesquelles les personnes marginalisées peuvent s'épanouir. C'est dans ce cadre, bien évidemment, que les mesures envisagées par cette conférence s'inscrivent. Le deuxième point que je souhaiterais aborder tient à certains impacts spécifiques que les stratégies de lutte contre le terrorisme et contre l'extrémisme violent peuvent avoir sur les droits de l'homme. Tout d'abord, il faut éviter, comme nous le voyons trop souvent dans le cadre du travail du mandat, que la poursuite du respect, de la promotion et de la protection des droits de l'homme, ainsi que du droit au développement, soit conçue et poursuivie uniquement dans le cadre d'une approche sécuritaire. De plus en plus d'activités qui ont trait à ces aspects sont réorientées afin de servir des objectifs de sécurité. Ceci peut compromettre l'impartialité et la neutralité des acteurs et peut également s'avérer contre-productif. Ensuite, le mandat insiste sur l'importance de se pencher sur le rôle et les difficultés rencontrées par la société civile. La participation de la société civile aux efforts de promotion et de protection des droits de l'homme permet de renforcer l'efficacité des stratégies de prévention, d'une part en créant une résistance au terrorisme et d'autre part en rendant l'extrémisme violent moins attrayant. Il ne faudrait pas voir les acteurs de la société civile comme des outils de promotion des politiques de lutte contre l'extrémisme violent à des fins politiques ou sécuritaires. De même, il est important de reconnaître l'action menée au niveau local, en particulier concernant l'élaboration et la mise en œuvre des politiques locales, et de soutenir les populations et la société civile dans les environnements tendus et fragiles. Paradoxalement, ce sont souvent les populations locales et la société civile qui sont le plus susceptibles d'être privées d'aide financière, étant les victimes ultimes de l'approche de lutte contre le financement du terrorisme, axée sur les risques, combinée avec l'absence de dérogation systématique humanitaire. Le mandat tient également à souligner que les politiques et les programmes consacrés au rôle du genre dans la lutte contre le terrorisme et contre l'extrémisme violent se sont multipliés, sans que l'on ait à ce jour entrepris de suivre ou d'évaluer entièrement et de manière systématique leurs avantages et leurs effets, ni leur conformité avec les droits de l'homme. En particulier, les approches qui mettent l'accent sur les femmes en tant que sujets et agents de la prévention ne protègent que rarement les droits des intéressés face à la non-discrimination et à l'égalité, et prennent le risque par là même de détourner l'attention des réalités structurelles plus larges qui sont à l'origine de l'inégalité entre les sexes, de l'exclusion et de la violence. Enfin, et c'est mon troisième et dernier point, le mandat souhaite rappeler l'importance du système de justice pénale dans le cadre d'une stratégie efficace de lutte contre le terrorisme et contre l'extrémisme violent. Les procès dans les affaires de terrorisme sont extrêmement complexes, en particulier lorsqu'ils ont lieu dans des contextes eux-mêmes difficiles et à l'existence de conflits armés, de groupes et d'actes transfrontaliers, et se produisent dans un espace géographique considérable. La poursuite d'individus qui ont commis des actes de terrorisme ainsi que d'autres crimes graves de droit international est une priorité du mandat pour lequel je travaille. Le mandat est donc particulièrement inquiet du développement de mesures qui, tout en affirmant vouloir simplifier l'accès à la justice dans le cadre de procès terroristes, dans les faits limitent le droit à un procès équitable en permettant notamment l'utilisation d'éléments de preuve obtenus sur des champs de bataille sans maintenir les mesures essentielles pour garantir leur obtention conformément aux droits de l'homme. Le droit à un procès équitable fait obligation d'assurer l'équité à tous les stades de la procédure. Non, les mêmes droits et principes fondamentaux qui sont cruciaux pour la protection d'un procès équitable au stade préalable sont vitaux aussi pour protéger l'équité globale du processus juridique lui-même. Voilà, je crois que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti. Je vais m'arrêter là et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Charbord, pour ces 3 points importants qui nous permettent de replacer la question des droits humains au cœur de la lutte contre le terrorisme et contre l'insécurité dans le Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Je pense que la transition est toute trouvée vers